Le thème de notre colloque étant la singularité et l'universalité d'une femme de cœur et de raison, j'aimerais souligner ici combien Marie Guyard de l'Incarnation s'avère notre première génie nationale. Et voici pourquoi. Celle qui se considérait comme le vaisseau le plus fragile qui soit, avait, selon l'historien jésuite Pierre-François Xavier de Charlevoix, un goût exquis, une raison saine, un génie sublime. Génie, elle était considérée comme une des plus vives lumières de son siècle, un des plus grands esprits de son temps. Marie Guyard doit effectivement être placée au rang des génies du XVIIe siècle, au même plan que Descartes et Pascal. Nous verrons pourquoi dans cette conférence, qui va d'abord insister sur l'action et l'œuvre écrite monumentale de la fondatrice du premier couvent d'enseignement féminin d'Amérique, une communication qui montrera aussi toute l'étendue de son savoir qui va de l'architecture et la peinture sur fil, la broderie en relief, jusqu'à la théologie, en passant par la linguistique, l'éducation et l'ethnologie. Or, sa vie, qui nous paraît à bien des égards échapper à la norme, souligne au contraire toute l'agentivité que pouvaient avoir les Françaises ordinaires de son époque. L'agentivité, agency en anglais, se définissant comme la puissance d'agir d'un individu sur son destin et dans le monde. Pour ce faire, je signalerai d'abord le génie que ses contemporains reconnaissent à Marie Guyard, puis, dans les faits éparses de sa vie qu'elle vécut comme nous tous au hasard des travaux et des jours, dans l'ignorance de ce que réserve l'avenir, il ne faut pas oublier ça, et qui compose donc le fil de sa biographie, je tenterai de départager ce qui la rend extraordinaire et ce qui la place dans la norme pour son époque. Ainsi, verrons-nous au cœur même de sa vie extraordinaire apparaître et se déployer en faisceau les existences ordinaires de ses contemporains et surtout de ses contemporaines. Si l'on suit le grand Robert de la langue française qui définit génie au masculin comme la personne qui possède une aptitude supérieure de l'esprit qui l'élève au-dessus de la commune mesure et la rend capable de création, d'invention, d'entreprises qui paraissent très remarquables, extraordinaires ou surhumaines assez semblables, alors Marie Guyard de l'Incarnation fut et demeure cette personne. Née à Tours, on le sait tous, en 1599, morte à Québec en 1672, elle a été canonisée sans grande pompe par le pape François en 2014. Le seul énoncé de ses lieux d'existence et de mémoire renseigne sur le destin extraordinaire de cette femme qui fut, en son temps et jusqu'à aujourd'hui, une femme complète, au sens humaniste du terme. Cette première missionnaire outre-mer, c'est la première missionnaire française outre-mer. Cette mystique qualifiée de Thérèse du Nouveau Monde fut une écrivaine prolifique, quelques 8000 lettres, certaines longues comme des petits livres. Attendez une seconde, je me suis mis des choses ici, là. Épistolière, elle dépasse la marquise de Sévigné, à qui on la compare souvent, par l'ampleur de sa correspondance, par le nombre, par la variété de ses correspondants, mais surtout à cause du caractère très intime des lettres qu'elle adressait à son fils. Guy-Marie Houry, son éditeur moderne, a retrouvé 277 lettres d'une correspondance estimée donc à quelques 8000 missives, souvent longues comme des petits livres. Comme ces lettres n'étaient pas destinées à la publication et donc échappait à la censure jésuite et parisienne, ces lettres offrent aujourd'hui ce que j'aime appeler la vision de l'intérieur, à notre analyse historique de l'entreprise coloniale. Et cela d'autant plus qu'elle recopiait souvent de longs passages des fameuses relations qu'envoyaient à Québec les missionnaires jésuites. Et elle livre sans le maquiller l'état d'esprit de ses collègues masculins. Je vous renvoie à un certain nombre de choses que j'ai écrites à ce sujet. Ainsi, elle adresse en toute confiance à son fils des lettres qui décrivent en détail la réalité canadienne sur quasiment 30 ans, telle qu'elle la rencontre, l'expérimente et la traduit. Ce qui fait que, du point de vue historique, ces lettres constituent un complément, mais
plus qu'un complément. En tout cas, c'est une des sources indispensables pour la Nouvelle-France, au même titre que les relations des Jésuites, l'histoire du Montréal, etc., qu'on connaît tous. Donc, écrivaine prolifique, elle fut linguiste qui maîtrisait non seulement le latin et le français, mais les très difficiles langues amérindiennes qu'elle contribua à fixer. Ça, on oublie ça souvent. Fine observatrice de la rencontre euro-amérindienne, elle va contribuer, donc, avec ses dictionnaires, à fixer les langues amérindiennes. Par exemple, l'algonquin, le montagnais Innu, le Huron, ça nous paraît tout facile, là, mais c'est extrêmement compliqué. L'Iroquois, plus précisément l'Anier. Elle écrivait au début cette étude d'une langue si disproportionnée à la nôtre, parce que tout se conjugue, hein, c'est vraiment très compliqué, me fit bien mal à la tête et me semblait qu'apprenant des mots par cœur et les verbes, que des pierres me roulaient dans la tête. Hein, c'était une difficulté. Et elle va poursuivre toute sa vie ce travail d'apprentissage linguistique et parsème même ses écrits de mots amérindiens, parfois de phrases entières. Parfois même, elle forge des mots nouveaux en français ou elle leur redonne leur lustre à des mots anciens pour expliquer à ses interlocuteurs français des concepts nouveaux comme le terme de capitanesse pour décrire le pouvoir des femmes autochtones dans leur société. Ainsi, elle souligne dans la société iroquoise, ces capitanesses sont des femmes de qualité parmi les sauvages qui ont voix délibérative dans les conseils et qui en tirent des conclusions comme les hommes. Et même ce furent elles qui déléguèrent les premiers ambassadeurs pour traiter de la paix. Donc, elle a tout vu, là, que, effectivement, dans la société iroquoienne, les femmes s'occupent non seulement de la politique intérieure de la tribu ou du clan, mais aussi ce sont elles qui s'occupent de diplomatie. Donc, ça, c'est pour notre linguiste qui maîtrise aussi les langues amérindiennes et qui les fixe dans des dictionnaires. Elle écrit, comme ce sont des choses très difficiles, je me suis résolue avant ma mort de laisser le plus d'écrits qu'il me sera possible. Depuis le commencement du carême dernier jusqu'à l'Ascension, j'ai écrit un gros livre algonquin de l'histoire sacrée et des choses saintes avec un dictionnaire et un catéchisme iroquois qui est un trésor, c'est-à-dire un thésaurus tel ou un lexique, si vous voulez. L'année dernière, j'écrivis un gros dictionnaire algonquin à l'alphabet français. J'en ai un autre à l'alphabet sauvage. Je vous dis cela pour vous faire voir que la bonté divine me donne des forces dans ma faiblesse pour laisser à mes sœurs de quoi travailler à son service pour le salut des âmes des jeunes autochtones. Donc, elle contribue à fixer ces langues, mais elle fut aussi une pédagogue, une fondatrice d'une tradition éducative pérenne, celle des Ursulines de Québec. Elle fut, on l'a dit, je l'ai souvent répété, anthropologue avant la lettre, signalant que l'altérité amérindienne devait être respectée dans le processus de la conversion. C'est elle qui dit, en fait, on peut en faire des chrétiennes, et même elles sont souvent, ces jeunes filles, des chrétiennes exemplaires. Véritablement, elles nous dépassent toutes, mais en faire des Françaises, oubliez ça. Vraiment, elle le dit, le roi va réimplanter dans son grand projet, parce que si les Français sont ici, vous le savez tous peut-être, en fait, le but premier, c'était de faire un seul peuple et un seul sang avec les peuples autochtones afin de créer une population de sujets au roi français. Hein, le baptême rend français, le baptême naturalise les autochtones et ainsi, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est que ce qui appartient au sujet appartient au roi. Donc, on n'a même pas besoin de conquérir, on n'a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit, puisqu'il se convertit et, par les lois féodales, eh bien, ce qui appartient au sujet appartient au roi, donc ce qui appartient aux Amérindiens, la terre. Donc, on a tendance à décrire cela comme une quête de peuple pour le roi français qui est le plus puissant d'Europe parce qu'il gouverne 20 millions de Français. Donc ça, c'est mon petit aparté là-dessus. Et elle souligne donc,
Parce que l'idée aussi du roi, c'est que ces sujets, il faut qu'ils parlent français. Hein? C'est que là, les Ursulines disent, OK, nous, on va leur enseigner le français puisque le roi le veut. Mais au bout de 30 ans, on se rend compte que pas du tout. Depuis le début de la rencontre franco-amérindienne, ce sont les Premières Nations qui dictent les termes de la rencontre. Ce sont les Français qui apprennent les langues autochtones. Presque jamais l'inverse. Encore aujourd'hui, autour de Montréal, nos Autochtones ne parlent pas le français. Alors, il y a vraiment une grosse résistance, mais elle le voit et elle s'emploie, comme ses sœurs, à enseigner en vernaculaire autochtone, si vous voulez. Donc, et elle va le dire, à un moment donné, vers les années 1660, le roi décide de rétablir un seul peuple, un seul sang, et puis tout le monde parle français. Et il dit, bien, si le roi le veut, on va le faire, mais nous, ça fait 30 ans qu'on est là, puis de toute façon, ça ne marche pas. Parce que la vie sauvage leur est si charmante à cause de sa liberté que c'est un miracle de les pouvoir captiver aux façons d'agir des Français qu'ils estiment indignes d'eux. D'ailleurs, ces façons de faire des Français étaient, excusez-moi l'expression, mais complètement débiles. S'enfermer dans une maison où on gèle l'hiver, alors qu'eux, ils ont tout un système qui fonctionne, vouloir absolument tracer des routes, alors que le canot, ça fonctionne super bien. Je veux dire, les Français étaient vraiment à la remorque des Autochtones jusqu'à la fin de la conquête anglaise, sans aucun problème. Jugez de là, continue-t-elle, s'il est aisé d'échanger après des habitudes qu'ils contractent dès l'enfance et qui leur sont comme naturelles. On a l'exemple d'un premier relativisme culturel. C'est quand même remarquable, surtout pour cette époque. Donc, elle signale cette altérité amérindienne qui doit être respectée dans le processus de conversion. Je continue. Elle fut artiste, musicienne. Elle introduisit aussi l'art de la broderie, appelée peinture sur fil. La broderie, là, c'est pas la petite broderie, là, comme ça, là, qu'on faisait à la maternelle, là, avec un petit tablier qu'on amenait à maman, là. C'est pas ça. C'est pas un art mineur, c'est un art majeur. C'est un art de luxe à cette époque. Le textile fonde les puissances bancaires à cette époque. Hein. Les Médicis ont fondé leur richesse là-dessus. Les Fugger, c'est pareil. Donc, le textile, c'est le pétrole de l'époque. Alors là, on a quelqu'un qui amène une industrie de luxe dans une nouvelle colonie à des fins de promotion du christianisme, etc. Bon, vraiment, et c'est absolument magnifique. Je vous invite tous, si vous n'y êtes pas déjà allés, au Musée des Ursulines, où on a tout un étage dévolu à ces magnifiques broderies. Elles sont toutes en... C'est absolument sensationnel. Donc, elle fut artiste. Elle fut musicienne, elle fut architecte, elle traça les plans de son couvent, dont elle suivit la construction 2 fois plutôt qu'une, à cause de l'incendie de 1650. Elle est considérée même comme une docteure de l'Église, si je peux retrouver ma page. Oui, il y en a, c'est un certain nombre. J'ai entendu que quelqu'un a dit après sa canonisation, ben là, docteur maintenant. Allons-y pour docteur de l'Église. Donc, voyez-vous, on reconnaît son génie encore aujourd'hui. Elle eut donc, de fait, l'envergure d'un Léonard de Vinci, mais contrairement à lui, elle sut donner réalité à tous ses rêves et surtout achever brillamment ses projets. Aussi, elle mérite tout à fait qu'on ose la qualifier de génie. Ou pour mieux dire, c'est une génie. En effet, une génie. C'est pas masculin dans le dictionnaire. Puis je vous ferai remarquer que je suis un conférencier là aujourd'hui. Et vous tous l'êtes. D'ailleurs, il y a une petite faute, là, mais c'est juste pour dire comme ça. Non, mais... Puis c'est même pour moi qui me le suis fait. Je l'ai réalisé à cause d'une qui me l'a dit. Oui, je sais. Je le sais. Donc, il y a une difficulté, aujourd'hui encore, à accoler le genre féminin à ce mot de génie. Ou à employer, par exemple, l'expression « maîtresse ». Tu sais, c'est ma maîtresse. Bien là, tout de suite, il y a la petite connotation sexuelle. Un tel obstacle, un vrai malaise sur lequel butent ces concepts, s'explique par le traitement réservé aux femmes depuis l'Ancien Régime. Voire, notre époque dénie à Marie Guyard ce titre de génie parce qu'elle fut femme et parce que, ne l'oublions pas, elle fut religieuse. C'est ce que révèle l'histoire des rapports de force inter- et intrinsexes, qu'on appelle le genre, qui me fait diviser en deux le 17e siècle français. Alors, c'est important de voir comment ça se place. La première
période qui voit se déployer un véritable féminisme religieux en France, et je vais vous l'expliquer, et aussi dans les colonies. Ça correspond exactement à la vie active de Marie Guyard. Ça va grosso modo de la fin des guerres de religion jusqu'aux environs 1660, quand meurt la reine Anne d'Autriche, qui ne fut pas la potiche qu'on a dite, et que débute le règne personnel de Louis XIV. Bien oui, c'est une femme au pouvoir régente, c'est une potiche, c'est sûr. Mais ça, c'est une autre paire de manches. On n'ira pas là. L'époque de la vie active adulte, en fait, et active de Marie de l'Incarnation correspond aux années 1618-1670, qui est un créneau temporel particulièrement favorable à cette agentivité féminine dont je parlais tout à l'heure. On a, au début du 17e siècle, une France qui établit sa colonie en Amérique, au moment même où le pays se relève à grand-peine de près de 40 ans de guerre civile et religieuse. Tout est détruit, là. Tout est détruit. Les paysans sont tournés à une sorte de néopaganisme. Même dans les endroits de zones non interconfessionnelles, on se retrouve à vrai... Enfin, c'est un désastre. Hein? Les clercs ne savent pas même plus lire le latin. Ils font la messe n'importe comment, etc. Et donc, on a un pays dévasté. On est dans une période de reconstruction. De plus, il faut rajouter qu'à partir de 1618, et en particulier 1635, la guerre de 30 ans va drainer hors de France la force vive des hommes valides. Et donc, comme toujours, dans les périodes de cataclysme, voraces en hommes, la force vive des femmes est non seulement souhaitée, mais réclamée et mise à contribution. Donc, imaginez le tableau, on a une reconstruction de la France d'une part et construction de la Nouvelle-France d'autre part. Et les femmes sont les premières à répondre à l'appel. Et elles vont faire naître ce qu'il convient d'appeler un féminisme religieux qui a pour principe premier d'affirmer l'égalité des sexes dans le salut pour mieux souligner les devoirs chrétiens de chacun et de chacune et mobiliser tout le monde. À la faveur de ce mouvement se dessinent les contours d'une culture qui reconnaît aux femmes, et je cite, la même obligation d'employer le temps que les hommes, de se rendre utile au public, de fuir l'oisiveté, de s'adonner à l'étude, à la charité et au travail manuel. Ainsi, la possibilité est donnée aux femmes de participer activement à ce qui fonde la société civile, charité, éducation, santé. Notons-le, des deux côtés de l'Atlantique, ce sont précisément les femmes, les laïques, les dévotes ou religieuses, qui vont fonder l'assistanat social de leur époque, sur les structures desquelles résident encore aujourd'hui, ici au Québec, la bienfaisance, l'éducation, la santé, les piliers de la res publica, tels que nous les connaissons donc aujourd'hui. La seconde période va commencer avec le règne personnel de Louis XIV. Il faut savoir qu'à la faveur de la politique très masculiniste, on pourrait dire, très androcentrique en tout cas du roi Soleil, et surtout des crises successives que va connaître l'absolutisme à cause des frondes, c'est-à-dire des révoltes politiques et parfois religieuses, du jansénisme aussi et du quiétisme, causes dans lesquelles les nombres de femmes se sont illustrés, le savoir et le pouvoir d'agir des femmes en général et celui des religieuses en particulier, ce pouvoir-là va être discrédité, ridiculisé. Pensons à Molière. Hein? Ça, petit aparté. C'est aussi l'époque où on va se retrouver avec un dictionnaire de l'Académie française qui va expurger toutes les fonctions au féminin. La médecine, elle disparaît. Ça devient juste un médecin. La sculptrice, la peintresse, l'autrice, out. Et depuis ce temps-là, enlevez le mot, vous enlevez la fonction. Hein? Donc, et puis, celles qui résistent, bien, on les appelle les précieuses ridicules ou les femmes savantes, et on en rigole. Et on leur dit, retourne chez vous. Réduit donc tout ce savoir qu'elles ont, ce pouvoir d'agir est réduit souvent à des radotages et des œuvres de bonnes femmes qui devraient mieux garder silence et maison. Dans les cas trop éclatants pour être disqualifiés, hein, on pensera à la philosophe Marie Lejarre de Gournay, sans laquelle on n'aurait pas l'édition des Essais de Montaigne, hein, on oublie ça. C'était la fille spirituelle de Montaigne, bien, c'est elle qui l'a publié. En passant jusqu'à Marie Curie, 2 fois nobilisée, jusqu'à
en passant par exemple par la mathématicienne et physicienne Émilie du Châtelet, qui était une génie dans son style, l'amante de Voltaire. Tout ce savoir, cet agir féminin, ont longtemps été qualifiés d'exception qui confirment la règle. Mais le règne personnel de Louis XIV, c'est aussi la fin de l'époque où les mystiques séduisaient les chercheurs de vérité. Même et surtout, pensez à Pascal, pensez à Newton, ce sont des théologiens, là, et aussi des scientifiques. Et où la mysticité, comme on l'appelait, était comprise, étudiée, partagée, discutée. Au tournant des années 1670, on se met à condamner. Il faut dire aussi que le mouvement de réforme là, qui avait drainé toutes ces forces vives est en train de s'institutionnaliser. Hein? Donc, tout ce qui est extraordinaire, un peu fou, les fous de Dieu, etc., on va se calmer le pompon, on va arrêter d'en parler, et puis on met tout le monde dans des cases. Et donc, la critique de l'extraordinaire va les condamner, le rationalisme cartésien va les discréditer, mais ça se passe donc fin 17e, début 18e, et l'autorité royale les pourchasse carrément, et les politiques misogynes du roi Soleil les fit taire. Pensons à Angélique Arnauld et ses consoeurs de Port-Royal ou à Madame Guyon. Aussi, est-il évident que depuis les anti-mystiques de la fin du 17e siècle jusqu'aux anti-cléricaux des 18e, 21e siècles, la réputation de religieuse mystique confiée à Marie Guyard mit à mal la reconnaissance de son génie, comme si les auteurs spirituels atteints par cette maîtresse sagesse discréditaient aux yeux des intellectuels et des savants et sa vie et son œuvre. Or, chez Marie, comme vous le savez tous, vie et œuvre sont inextricablement liées. Elle agit sur son monde avec l'énergie et l'intelligence propre de ses contemporaines, qui sont alors occupées à reconstruire, rappelons-le, la France après ses 40 ans de guerre civile et religieuse, et simultanément aussi à construire en Nouvelle-France un nouveau pays. Et donc, je le répète, elle érige les piliers du vivre ensemble, que sont l'éducation, la santé, l'assistance sociale. Aussi, on peut considérer Marie comme une femme forte, mais elle est loin d'être la seule à cette époque-là. Et on a tendance à l'oublier. Ça fait partie d'une historiographie 19e siècle victorienne qui va expurger toutes les actions des femmes à ce propos. Aussi, les femmes sont engagées, mais moins repérées que Marie. On les compte par centaines. Il suffit simplement d'ouvrir les boîtes des archives fondant l'histoire de l'éducation, de l'assistance ou de la santé. Pensez, Vincent de Paul, c'est Louise de Marillac. François de Sales, c'est Jeanne de Chantal. Ollier, c'est la mère Agnès. Et j'en passe. Je veux dire, nommez-les, ils sont tous, ceux qui bougent, sont tous avec une femme qui, parfois, les devance sur le chemin. Donc, la vie elle-même de Marie Guyard démontre la gentilité que pouvaient avoir, les possibles que pouvaient avoir les Françaises ordinaires de son époque, les occasions qu'elles pouvaient saisir. Certes, le destin d'une femme d'Ancien Régime peut paraître toujours restreint parce qu'il est toujours lié à celui d'un homme. Bien sûr, elle est fille de l'homme dont elle porte le patronyme et qu'elle quitte pour se marier ou entrer en religion. Donc, elle épouse soit celui qui fera d'elle la mère d'un fils héritier, hein, il faut un fils héritier, soit en se faisant religieuse, là, elle épouse l'homme entre tous les hommes, le Christ. Or, la nécessité, tout simplement, oblige souvent les femmes d'autrefois à infléchir ces règles de vie auxquelles elles adhèrent complètement et qui peuvent nous paraître un peu figées ou atemporelles. Nombre d'entre elles ne peuvent, à cause de la pauvreté, ni se marier, ni entrer en religion, faute de dot. D'ailleurs, le célibat féminin devient un tel problème à cette époque-là que vont être imposées des politiques matrimoniales et natalistes spectaculaires, telles entre autres le mariage des filles du roi. On n'a guère souligné le nombre important de femmes célibataires et laïques en France et en Nouvelle-France qui refusent et mariage et couvent et s'inventent un espace de liberté où s'expriment tous leurs talents et toute leur agentivité. On ne dit pas non plus assez que le travail féminin est alors considéré essentiel à la survie de la société. La majorité des femmes ordinaires ne font pas que contribuer aux revenus familiaux. Souvent, ce sont elles qui assurent les entrées d'argent. Aux domestiques, par exemple, pensez aux petites mains, les manouvrières dans l'industrie textile, les marchandes des produits de la ferme.
en fait, des deux côtés de l'Atlantique, et moi je le trouve dans les archives judiciaires, elles sont extrêmement nombreuses à faire valoir leurs droits devant les tribunaux, à se faire femmes d'affaires, à agir dans le monde. Par ailleurs, si par ses extases et ses visions, cette femme qui s'est faite religieuse est, comme Marie Guyard, en communication directe avec le Christ, elle peut gagner à sa cause les hommes qui ont officiellement autorité sur les cloîtres, évêques, directeurs de conscience, confesseurs. Voire, elle peut, avec cet allié de taille, qu'est Dieu, littéralement mener ces hommes à sa guise. Et ça, j'ai beaucoup écrit là-dessus, où, grâce à la caution divine, ben Marie va dire à ses interlocuteurs féminins et masculins, d'ailleurs, si tu refuses de m'aider dans ma mission, ben c'est à lui que tu parles. Je veux dire, c'est aussi, c'est un principe intéressant. Donc, à la seule condition, bien sûr, que ces hommes reconnaissent orthodoxes ces inspirations et visions surnaturelles qu'a Marie. Donc, les désirs et les actions de cette femme divinement inspirée vont être reconnus légitimes et par là vont devenir un puissant levier de l'agir féminin. Cette femme doit savoir négocier cette reconnaissance masculine de ce qui l'inspire, en fait, à agir. Et il faut dire aussi, et j'achève bientôt, une telle légitimation relève de la pure et simple prudence, dans un temps où la femme ne peut ni se penser, ni se concevoir seule agente de sa propre vie, ni surtout prendre la parole, prêcher à l'Église et dans le monde. Si elles ne sont pas reconnues saintes, ces visions et les idées nouvelles qui leur viennent à ces femmes risquent, en fait, au pire, de les envoyer périr sur le bûcher, parce que la menace est extrêmement sérieuse. Quelqu'un qui a des voix, qui entend des voix et tout ça, et qui n'est pas légitimé, rendu orthodoxe, peut être envoyé brûler comme sorcière. On est dans un temps de chasse aux sorcières extrêmement puissant à ce moment-là. Et au mieux, on va les enterrer vivantes comme folles, par exemple, à la Salpêtrière ou mutiques dans un couvent oublié de province. Dans tous les cas, elles seront interdites à jamais de communication. Cela dit, si une femme n'est pas grand-chose, il faut ne pas oublier qu'un homme sans femme n'est rien. À part, non mais je rigole pas, à part chez les religieux et chez les militaires, mais encore beaucoup de militaires se marient et les femmes suivent les armées, ça, on oublie beaucoup ça. L'élément masculin ne se pense pas à l'époque sans l'élément féminin. Tout le monde en est conscient. Le paysan ne peut pas survivre sans une femme aguerrie aux travaux de la ferme et à la vente dans les marchés. L'artisan non plus ne peut s'établir sans épouse à qui confier finition et vente des objets, administration des finances, gestion du réseau et de la publicité. Le soldat ne peut pas avancer sans l'intendance assurée par son épouse c'est toutes ses épouses qui suivent les armées. Or, si la femme ne peut suffire à sa tâche si l'homme ne peut suffire à sa tâche sans épouse, la femme survit la plupart du temps sans homme, parce qu'ils sont partis, parce qu'elle s'appuie sur un solide réseau d'entraide féminine, laïque ou religieux, ou les deux à la fois, qui mise sur la solidarité, l'éducation et la transmission de l'information. Toutes sortes de solidarité, éducation, transmission de l'information ont été souvent critiquées. J'ai presque fini. Mais c'est parce qu'il faut... Par ailleurs, il faut savoir aussi de tout temps, les familles monoparentales ont existé, majoritairement dirigées par une femme, séparée de son mari par les guerres, les déplacements, la mort ou les maladies. Passé 25 ans, une femme peut agir de son propre chef. Bref, Marie Guyard, veuve à 18 ans, pendant 12 ans, elle élève seule son fils Claude en vendant des broderies de luxe, puis en gérant une entreprise de transport à l'échelle de la France. En 1631, quand il atteint l'âge d'être un apprenti, donc de quitter la famille pour toujours, elle quitte Claude et elle entre au couvent des Ursulines de Tours. Puis, une fois qu'elle est rassurée sur l'établissement de son fils, elle l'a fait éduquer par les jésuites et tout, elle finit par s'embarquer 8 ans plus tard pour le Canada pour répondre à l'appel divin d'établir sa mission éducative auprès de celles qu'elle appelle les sauvagesses. C'est tout un réseau qui va de la base de la société jusqu'à la reine-mère qui la soutient dans son entreprise qui est aussi folle aujourd'hui, il faut penser, que ceux qui se préparent pour partir en 2034
sur Mars. Hein? Il y a 100 personnes choisies, là, Mars One, ils s'en vont en 2034, un aller simple sur Mars. On les considère comme des fous, mais c'était aussi fou que ça, hein, de venir en Nouvelle-France. Et donc, ces femmes ordinaires de cette époque, elles agissent, elles connaissent les normes et elles agissent à l'intérieur de ces normes. Et Marie va faire exactement pareil. Elle sait imposer par son charisme et sa force, elle va agir sans jamais sortir des limites. Elle va les frôler, les limites de sa société, mais sans jamais en sortir. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, sous la loupe de l'histoire des rapports de pouvoir inter- et intrasexes, voir l'existence d'exceptions de Marie Guyard qui peut informer, sinon tout le réel, du moins une grande partie du réel des femmes et des hommes ordinaires de son temps. Des faits éparses, des états, des conditions vécues selon le hasard et la chance qui, quand on les met bout à bout, composent le fil d'une vie d'exception, tout en reflétant les possibles ouverts à l'ensemble des contemporains. Je vous remercie de votre attention. Merci.